l'objet de la garantie d'actifs et de passifs, c'est deux choses. C'est garantir une situation nette à un moment donné, hein, donc c'est le risque que j'évoquais tout à l'heure, c'est le risque pour l'investisseur qui met de l'argent dans une société qui est déjà très largement en perte et que finalement son argent ne sert pas à développer la société. Donc garantie de situation nette, et également toute une série de déclarations qui vont du respect des normes en droit des sociétés, des règles en droit des sociétés, du respect des règles en droit du travail. Vous allez garantir que votre société respecte les 35 heures alors que vous travaillez tous 90 heures. Vous allez garantir que toute la propriété intellectuelle, il n'y a strictement aucun problème, aucun risque en matière de contrefaçon, que vous êtes bien propriétaire de toute la propriété intellectuelle, etc. Qu'il n'y a aucun risque fiscal, donc que tous les crédits d'impôt recherche que vous avez demandés sont parfaitement justifiés. En fait, bon, vous racontez, vous déclarez sur tous les aspects du droit des sociétés, droit social, droit fiscal, environnement, propriété intellectuelle, droit immobilier, assurance. En gros, vous dites qu'il n'y a aucun problème. Alors dire qu'il n'y a aucun problème, ça prend 25 pages à peu près. Et donc on arrive sur le deuxième stade, sur la deuxième partie importante de la garantie de passif, que sont finalement pour nous, à mon sens, les plus importantes, c'est-à-dire la mise en jeu de la garantie de passif, c'est-à-dire quel est le seuil, hein, le seuil ou la franchise. Alors un seuil, c'est quoi? C'est vous allez demander à l'investisseur que en dessous de 20 000 euros de problème, ils ne viennent pas vous chercher parce que ce n'est pas matériel et que finalement tout le monde peut faire des erreurs dans ses déclarations sans faire exprès. Donc on va demander à ce qu'il y ait un seuil. Alors le seuil, ça veut dire qu'on a fixé un seuil à 20 000 euros, ça veut dire que si vous êtes à 21 000 euros de préjudice, on va dire, le seuil, ça veut dire que ça marche à partir de 0. Donc si vous allez jusqu'à 20, il ne se passe rien. À 21, vous devez 21 000 euros à l'investisseur à partir du premier euro. À l'inverse, la franchise, c'est comme son nom l'indique, c'est-à-dire que dans le même cas, le même exemple qu'on vient de donner, franchise à 20 000 euros, si vous avez des préjudices qui font 21, vous ne devez que la différence entre le montant du préjudice et le montant que vous avez fixé de la franchise. Donc ça, c'est un premier point qui fait l'objet de négo. Devant l'intérêt du fondateur, je ne vous fais pas un dessin, c'est d'obtenir d'abord une franchise et pas un seuil, et deux, de l'obtenir le plus élevé possible. Ensuite, deuxième élément, dans le même sens, c'est le plafond. C'est le plafond de la garantie. Alors bon, il y a des normes de marché. Les investisseurs en général sont intelligents. Sur une start-up, quand il y a une levée de fonds de 2 millions d'euros et qu'on a un fondateur qui n'a pas de patrimoine, ils ne vont pas demander des plafonds, ils vont pas demander des plafonds à 2 millions d'euros. Ils savent que ça ne sert à rien. En revanche, on a des plafonds à 400, 500 000 euros qui peuvent augmenter jusqu'à 25% du montant de l'investissement. C'est quelque chose qui est assez fréquent. La durée, en général, il n'y a pas beaucoup d'enjeux sur la durée, hein, c'est souvent 18 mois, 2 ans sur à peu près tous les sujets, et les durées des prescriptions légales en matière fiscale, sociale. Dernier point d'enjeu sur la garantie d'actifs et de passifs, surtout sur les sociétés en capital, des levées de fonds en capital risque, c'est le mode de paiement de la garantie. C'est quelque chose qui paraît évident. Alors typiquement, c'est mieux de le négocier au stade de l'intention qu'après, parce qu'après c'est très dur à négocier. Mais sur un entrepreneur qui n'a pas de patrimoine, c'est extrêmement important pour lui de négocier que le paiement de la garantie se fasse ce qu'on appelle en dation de titre, c'est-à-dire de dire, bon, j'ai fait mon maximum pour déclarer la vérité, toute la vérité, je peux faire une erreur, par exemple, mon crédit d'impôt recherche, il peut être remis en cause, on se retrouve avec un préjudice fiscal qu'il faut indemniser, mais j'ai pas de patrimoine, et je ne vais pas handicaper mes 30 ans à venir avec une garantie de passif sur laquelle je dois payer en numéraire. Et du coup, je demande à l'investisseur, si par hasard il y a un PET, et à partir du moment où évidemment ce n'est pas du dol, hein, ce n'est pas quelque chose qui a été fait sciemment, une désinformation flagrante, que ce paiement de la garantie puisse se faire en titre. Voilà. Alors quels sont les enjeux? Parce que c'est important sur ça de voir quels sont les enjeux. Souvent l'enjeu de la garantie, c'est est-ce que ce que je déclare comme étant un problème est exonératoire ou non? C'est un truc qui pousse à la franchise, donc moi j'aime beaucoup, c'est que dans les déclarations, on dit que tout va bien. Mais est-ce que si on dit qu'il y a quelque chose qui va mal, est-ce que finalement c'est exonératoire de garantie? La logique voudrait que oui, puisque si le problème est connu de l'investisseur dès le démarrage, il a pu fixer son prix en ayant une pleine connaissance de la situation, y compris des plus et des moins du dossier. Et donc par exemple, s'il y a un problème en propriété intellectuelle et qu'il le sait dès le démarrage, théoriquement, sa valeur a été fixée en fonction de cette connaissance. Et donc, une déclaration consistant à dire la propriété intellectuelle n'est pas parfaite parce qu'il y a tel élément qui ne va pas ou on a tel procès, devrait, selon moi, conduire à une exonération dans la garantie. Ça, c'est un vrai enjeu, d'accord, qui peut faire l'objet de discussions à plus en finir. Et le deuxième enjeu, c'est évidemment, pour vous, le plafond de la garantie. Troisième enjeu, c'est le mode de paiement pour essayer, dans le maximum de situations, d'obtenir un paiement en dation de titre.